Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce troisième cours d'algo confiné. Aujourd'hui, on parle tableau associatif, donc c'est un vilain mot pour désigner des structures de données, en fait, pas une seule, un ensemble de structures de données qui associent des valeurs à des clés, donc un peu comme dans un tableau où on associe un index à la valeur stockée dans le tableau. Donc à l'index 5, je mets quelque chose, donc la case 5 du tableau. Donc tableau associatif, c'est pour dire que l'index est quelque chose de plus général, ça peut être quasiment n'importe quoi. Et aujourd'hui en particulier, on va voir des tableaux associatifs réalisés à base de table de hachage. Donc une table de hachage, c'est la même chose qu'un tableau. D'ailleurs, j'en ai dessiné une ici. On voit, c'est un tableau, d'accord. Mais au lieu d'indexer par des entiers, par exemple ici de 0 à 12 sur ce tableau-là, je vais indexer par autre chose. Donc par exemple, des chaînes de caractères. En pratique, on peut indexer par à peu près ce qu'on veut, on verra. La condition, c'est d'avoir une fonction de hachage qui va prendre une chaîne de caractères et me renvoyer un numéro d'index dans le tableau. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir stocker des valeurs dans le tableau. Donc on a un vrai tableau, vrai au sens C, donc c'est pas vraiment un tableau, c'est un pointeur sur un ensemble de cases du type des valeurs qu'on veut stocker. On a cette fonction de hachage qui prend une clé, donc ici on a dit que ça allait être des chaînes, donc des chars étoiles, et qui renvoie un index dans le tableau. Donc par exemple, si je veux stocker dans ma table à la clé hello, je veux stocker 4. Alors notez bien que cette notation-là, ce n'est pas du C, d'accord, puisqu'en C, on ne peut pas indexer un tableau par des chaînes. Mais, intuitivement, si je voulais stocker à l'index hello la valeur 4, je vais prendre hello, je vais calculer son hachage, ça va me donner l'index 8, et donc je vais pouvoir mettre 4 dans la case 8 du tableau. Pareil pour world, si à la clé world je veux stocker 3, je vais prendre le hachage de world qui vaut 2, dans cet exemple-là, et je stocke 3 dans la case 2 du tableau. Voilà, ça c'est le principe général des tables de hachage. Bien sûr, toute la difficulté réside non pas dans ce principe, mais dans les détails. Le premier détail très important, c'est le problème des collisions, puisqu'on peut avoir plusieurs clés qui ont le même hachage. Donc imaginez, je reprends le tableau précédent, j'avais hello qui était stocké à la position 8 avec la valeur 4, j'avais world qui était stocké à la position 2 avec la valeur 3, et on peut imaginer que je veux stocker 9 à la clé spam, et manque de bol, le hachage de spam vaut 8 aussi, comme le hachage de hello, et donc là j'ai deux valeurs à mettre dans une seule case. Donc ça, bien sûr, on ne pourra pas le faire. Donc, comment on fait? Déjà, on va essayer d'éviter les collisions. En premier lieu, avant même de les régler, on va essayer de les éviter. Et une solution pour ça, c'est de surdimensionner le tableau. Donc si j'ai beaucoup de cases dans mon tableau, je vais avoir moins de chances de tomber plusieurs fois sur la même case avec des clés différentes. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect pour éviter les collisions, c'est d'avoir des fonctions de hachage qui mélangent bien les valeurs. Autrement dit, ce que j'ai noté là, si j'ai une clé x qui est proche d'une clé y, eh bien je voudrais que le hachage de x ne soit pas proche du hachage de y, même qu'il soit franchement différent. En quelque sorte, le hachage doit avoir un caractère entre guillemets aléatoire. C'est-à-dire que je peux pas, il n'y a pas de lien entre une valeur et son hachage. Autrement dit, quand j'ai une série de clés, eh bien les hachages seront très dispersés par rapport aux clés que je vais utiliser, ce qui va normalement minimiser le risque de tomber plusieurs fois sur le même index. Mais bien entendu, si c'était aussi simple, ça serait facile. On ne peut pas éviter toujours les collisions, puisque si on réfléchit, j'ai une infinité de clés. Par exemple, les chaînes de caractères, il en existe une infinité. Donc il y a toutes les chaînes de longueur 1, il y en a 256 on va dire. Toutes les chaînes de longueur 2, il y en a le carré, et ainsi de suite, toutes les chaînes de longueur 3, 4, 5, et puis toutes les chaînes de longueur arbitraire, donc en fait je peux faire autant de clés que je veux, alors que j'aurai toujours dans mon tableau un nombre fini de cases. Alors, le tableau est surdimensionné, et on verra même qu'on va l'agrandir
au fur et à mesure qu'on va rajouter des choses dedans, puisque il faut qu'il reste surdimensionné même quand on le remplit. Donc on va l'agrandir, mais n'empêche, on a une mémoire finie, dans tous les cas. On a potentiellement une infinité de clés, alors on ne va pas utiliser à chaque moment un nombre infini de clés, à chaque moment on va utiliser uniquement un nombre fini de clés, mais notre fonction de hachage, elle est définie pour partir d'un nombre infini de clés vers un nombre fini d'index, et donc elle ne peut pas éviter les collisions. Forcément, il y aura des clés qui vont avoir le même index. Et donc, s'il manque de bol, c'est ces clés-là qu'on utilise, eh bien, on aura des collisions. Donc, on va devoir gérer les collisions. Et il y a essentiellement deux techniques pour gérer les collisions. Première technique, que j'ai mise ici, chaque case va stocker effectivement plusieurs paires de clés-valeurs, mais du coup, va stocker des paires clés-valeurs, puisqu'on n'a plus d'identification, de lien entre la clé et la case. On est obligé aussi de stocker la clé dans la case, puisque potentiellement plusieurs clés pourraient se retrouver dans la même case. Donc le plus simple, c'est de mettre des listes chaînées, comme on en a déjà vu. On a des listes chaînées dont les éléments sont des paires clés-valeurs, et puis quand on doit mettre plusieurs éléments dans la case, eh bien on les chaîne dans la liste. Alors c'est bien, c'est simple, mais c'est pas très efficace s'il y a beaucoup de collisions, enfin si on a beaucoup d'accumulation sur une seule case, on se retrouve avec des performances qui sont celles de la liste chaînée. Et la liste chaînée, c'est du parcours séquentiel des éléments. Donc si j'ai n valeurs dans ma case, eh bien je vais mettre n tests pour voir si une clé est présente avant de pouvoir la rajouter. Alors pour faire plus efficace que les listes chaînées, on va pouvoir utiliser des arbres binaires de recherche, on a vu ça, des listes ASSO, donc les éléments, donc ça c'est des listes, c'est des structures de données triées, donc les éléments seraient les clés, donc les paires clés-valeurs, mais l'élément de comparaison pour faire le tri, ça serait la clé. Donc on ordonnerait l'arbre binaire de recherche ou la liste ASSO selon les clés, mais on stockerait des paires clés-valeurs. Alors du coup, on sera plus efficace, c'est des structures de données qui sont plus efficaces que les listes chaînées, mais c'est beaucoup plus complexe à programmer, et puis d'une certaine façon, c'est bizarre, puisque en fait, on se dote d'une structure de données qui est capable de remplacer la table de hachage, c'est-à-dire que plutôt qu'une table de hachage, pourquoi ne pas utiliser directement un arbre binaire de recherche pour stocker toutes les paires clés-valeurs qu'on veut avoir, et on se retrouve avec une implémentation tout à fait honnête d'un tableau associatif. Donc voilà, on a des tables de hachage, et pour pallier le problème des collisions, on va utiliser une structure qui pourrait remplacer la table de hachage. Donc on est en train de dire que la table de hachage, ça ne marche pas. Donc on ne va pas faire cette solution, on va plutôt persister avec la table de hachage et trouver une autre méthode. Et donc l'autre méthode, c'est ce qu'on appelle l'adressage ouvert, et en fait, il s'agit tout simplement d'essayer une autre case. Donc si par exemple j'ai une collision sur la case 8, eh bien mon deuxième élément que je voulais mettre sur la case 8, je ne vais pas le mettre sur la case 8, je vais le mettre sur la case 9 par exemple. Donc je prends la case suivante, et si la case 9 est occupée, je vais aller sur la case 10, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de chercher une autre case, donc par exemple la suivante, ou la suivante de la suivante, et ainsi de suite. On parcourt le tableau jusqu'à trouver une case libre. Le problème de cette technique, c'est si on a beaucoup de hachages consécutifs avec des clés consécutives, eh bien on va souvent parcourir les mêmes séquences du tableau. Donc, quand est-ce que ça va arriver? Par exemple, si les clés sont des entiers. La plupart du temps, le hachage d'un entier, c'est l'entier lui-même. On n'a pas un algorithme compliqué qui va calculer un hachage d'un entier. Tout simplement, le hachage de l'entier, c'est l'entier lui-même. Et donc si on stocke des séquences, des clés qui sont des séquences d'entiers, eh bien on va avoir des séquences remplies du tableau, et à la première collision, c'est toute la séquence qu'il faudra parcourir, donc c'est pas tout à fait efficace. Et donc on va avoir recours à des schémas de parcours plus complexes qu'on va voir dans la suite. C'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce genre de... Donc le mode d'adressage qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un générateur congruentiel linéaire. C'est un gros mot. Je vais vous expliquer celui qu'on va utiliser. Vous allez voir que l'algorithme est extrêmement simple. Par contre, c'est ses propriétés qui nous intéressent, qui ne sont pas simples. Alors elles sont simples en elles-mêmes, mais par contre elles ne sont pas simples à démontrer. Et je vous ai mis un lien ici pour ceux que ça intéresse, vers plus d'informations. Donc l'algorithme en question, il prend M, un entier, qui est une puissance de 2. Donc
donc m est égal 2 puissance k pour un certain k donné. Il prend une valeur initiale R0, qui sera la première valeur qu'il va générer, et il va générer une série de valeurs donc entre 0 et m. Donc R0 sera la première de ces valeurs-là. Et cette série d'entiers générés entre 0 et m, alors regardez bien, c'est inférieur ou égal à 0 et strictement inférieur à m, donc d'où le congruentiel, hein, c'est parce qu'en fait on fait un modulo m, donc on a une congruence. Tous ces entiers sont tous différents, ils sont entre 0 et m-1, et donc en fait, d'une certaine façon, on a généré une permutation des entiers entre 0 et m-1, et cette permutation, elle est dans un ordre bien mélangé. Je ne vais pas dire aléatoire, parce que c'est un algorithme qui va générer tout le temps le même ordre, pardon, mais en fonction de R0, si on choisit R0, pareil, qui aura une valeur un petit peu imprévisible, et ça sera typiquement la valeur d'un hachage, eh bien on aura une suite assez mélangée. Et donc ça va nous donner une sorte de parcours pseudo-aléatoire des cases d'un tableau de taille M, puisqu'on va avoir une première valeur d'une case, une deuxième, etc. Et on va pouvoir parcourir toutes les cases d'un tableau de cette façon-là. Et ça, c'est la propriété importante qu'on veut avoir, c'est d'être sûr que grâce à cet algorithme-là, on pourra générer des index d'un tableau de taille M dans un ordre pseudo-aléatoire, c'est-à-dire assez imprévisible, et bien mélangé, et de cette façon parcourir le tableau de façon un petit peu mélangée. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ensuite comme variable? Il y aura un compteur i, et puis R qui va stocker les valeurs successives des RI. Donc l'algorithme, vous allez voir, est extrêmement simple. Au début, R est égal à R0, et puis on va générer M entier, donc pour I égale 0 jusqu'à M-1, enfin I supérieur ou égal à 0 et inférieur à M. Je produis l'entier R modulo M, et puis ensuite, donc là j'ai produit au départ R0, comme annoncé, puis R1, et ainsi de suite. Et puis, je mets à jour R en disant R égale 5 fois R plus 1, tout simplement, d'accord? Je multiplie R par 5 et j'ajoute 1. Encore une fois, pourquoi ça marche? C'est pas trivial, d'accord? L'idée qu'on peut retenir, en gros, c'est que avec R, on va parcourir de 5 en 5 les valeurs entre 0 et M, et si je fais ça, modulo M, M étant une puissance de 2, je vais boucler, d'accord? Et grâce au plus 1, je vais décaler ma boucle un petit peu à chaque fois pour être sûr de parcourir toutes les cases. Bon, ça c'est une explication extrêmement approximative. La justification mathématique n'est pas triviale. Donc ça, c'est notre schéma de parcours du tableau, c'est ce GCL là qu'on reverra tout à l'heure en C. Alors maintenant les principes, on a posé les bases, les principes d'implantation des tables de hachage qu'on va utiliser. Donc là j'ai choisi de vous présenter les tables de hachage telles qu'elles sont implémentées dans le langage Python en fait. Donc Python, à partir de la version 3 et quelques, je ne sais plus exactement, a choisi cette implémentation des tables de hachage, et c'est celle-là qu'on va voir. Donc il y a deux tableaux en réalité. Il y a un tableau index, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est la table dans laquelle on va générer des index pour stocker nos valeurs, sauf qu'au lieu de stocker directement nos valeurs dans la table index, on va les stocker dans une table slot. Donc autrement dit, dans la table index, j'aurai des index de la table slot. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais ça a pas mal d'avantages. J'y reviens après. Donc, par exemple, imaginons que je veux stocker la clé 5, la clé hello, pardon, à la clé hello, la valeur 5. Donc je vais calculer le hachage de hello, c'est 4, et j'utilise mon générateur congruentiel linéaire, donc mon GCL, pour parcourir ma table jusqu'à trouver une case libre en partant de 4, et bien la première valeur que je sors c'est 4, je vois que la case est vide, et donc je vais pouvoir stocker dans la première position libre de slots, je vais pouvoir stocker ma paire, clé valeur, hello vaut 5, tout simplement, d'accord? Ensuite, de la même façon, si je stockais 3 à la clé world, je vais prendre le hachage de world qui vaudrait par exemple 2, mon GCL
me renvoie comme première valeur 2, c'est une case libre, donc je peux dire que maintenant je vais stocker world dans la première case libre de slot, et donc c'est la case d'index 1, et je vais dans la case d'index 1 stocker la paire world 3. Si maintenant j'ai une collision, je veux stocker spam à la clé spam, je veux stocker la valeur 9, et son hachage c'est 4, et 4 est déjà pris. Donc je vois que quand je veux stocker, le GCL me renvoie comme première valeur 4, je vois que la case est déjà prise, alors soyons plus précis, donc je vois que la case est occupée par l'index 0, je peux aller voir à l'index 0 ce que j'ai, et je vois que c'est la clé hello, et donc c'est pas la clé spam. Donc c'est bien une collision. Si j'avais eu ici la clé spam, j'aurais mis à jour la valeur, c'est-à-dire que je veux affecter une fois spam égale quelque chose, et puis une autre fois spam égale autre chose, donc je peux mettre comme ça à jour la valeur. Si je vois que c'est pas la clé que je cherche, donc j'ai bien à faire une collision, et donc mon GCL, c'est un générateur, donc je vais lui demander de générer une autre valeur. Donc il va me générer un autre indice, par exemple 7. À ce moment-là, je vais voir que cette case est libre, et je vais pouvoir l'utiliser pour stocker spam, et donc il se trouvera à l'index 2 du tableau slot. Vous voyez, donc ça c'est le principe d'utilisation du GCL pour résoudre les collisions. Je vais aller voir une autre case. Et c'est là qu'on voit que c'est très important d'avoir un générateur qui va d'une part générer des cases un petit peu en ordre arbitraire, donc c'est pas simplement la suivante, là il m'envoyait plus loin, peut-être que la valeur suivante serait ici, et ainsi de suite, donc ça veut dire que je vais taper un petit peu au hasard n'importe où dans le tableau, en espérant trouver une case vide. Et puis d'autre part, c'est très important que le GCL il puisse générer toutes les valeurs, tous les index du tableau index. C'est-à-dire que s'il me renvoie que les valeurs 0 et 2 en boucle, une fois que c'est plein, je vais boucler sur ces deux valeurs et je ne vais jamais trouver de case libre. Donc c'est très important de se balader dans tout le tableau pour aller chercher une case libre et être sûr que s'il existe une case libre dans le tableau, on va la trouver. Et bien sûr, on va s'assurer qu'il existe toujours une case libre dans le tableau puisqu'on va le surdimensionner. Alors maintenant, imaginons que j'ai cette table de hachage dans cet état-là, je veux supprimer la clé hello, la valeur stockée à la clé hello. Donc je prends hello, je calcule son hachage, c'est toujours 4. Le GCL me dit que c'est donc l'index 0 dans index, c'est l'index 4 dans index, et dedans j'ai stocké la valeur 0, puisque slot porte la clé hello à l'index 0. Donc je le supprime. Et je ne vais pas juste l'effacer, mettre vide ici, je vais mettre un marqueur spécial pour dire que ma case a été déjà remplie puis supprimée. C'est très important de faire ça, je ne peux pas juste me contenter de dire la case est vide. Et on va voir pourquoi c'est important d'avoir ce marqueur là. Dernière opération pour supprimer, c'est que on remplit toujours slot à partir du début vers le haut ici, et donc là j'écris un trou, et donc je vais prendre la dernière valeur de slot et je vais la mettre dans la première case, et donc je vais mettre à jour l'index qui est ici pour qu'il pointe bien, enfin qu'il me donne bien l'index 0 de slot. Voilà. Donc ça c'est l'opération importante. Alors j'avais dit que je reviendrai sur les avantages de cette implémentation. En particulier, regardez ce qui s'est passé ici avant que je supprime hello. Je peux parcourir les clés dans l'ordre d'insertion juste en parcourant le tableau slot. Donc j'ai toutes les valeurs de la table de hachage qui sont accessibles dans slot dans l'ordre d'insertion. Cet ordre sera préservé tant que je ne fais que des insertions. Si je fais une suppression comme ici, alors je vois que l'ordre il est mis à jour, il est plus bon, c'est plus l'ordre d'insertion. En revanche, je peux toujours parcourir toutes les valeurs de la table de hachage juste en parcourant slot. En comparaison, si j'avais stocké directement mes valeurs dans le tableau index, et bien pour parcourir toutes les valeurs stockées dans la table de hachage, il faudrait que je parcours toutes les cases de la table de hachage, trouver celles qui sont pleines et voilà, agir sur celles qui sont pleines. Et donc je parcourrais plein de cases vides, ce qui serait très inefficace, vu que la table index est censée être largement surdimensionnée. La table slot, on verra qu'elle sera elle aussi surdimensionnée dans des proportions moindres, mais quand même.
elle sera toujours remplie à partir du début, à partir de 0, et on la remplira vers le haut comme ça. Et donc, peu importe finalement qu'elle soit très grande ou très petite, on parcourt toujours toutes les cases remplies pour faire une itération sur les éléments de la table de hachage. Donc ça, c'est le principal avantage de cette implémentation. C'est très pratique pour itérer, et c'est une opération qu'on est éventuellement amené à faire assez souvent. Donc je reviens là sur mon effacement, j'ai fait mon effacement, j'ai ma table dans cet état, et maintenant nous allons voir pourquoi il est important d'avoir ce marqueur qui dit que cette case a été effacée et que ce n'est pas juste une case vide. Imaginez que maintenant je cherche l'index, enfin la clé spam, soit pour la mettre à jour, soit juste je veux savoir si spam est dans ma table. Quand je calcule son hachage, on a vu tout à l'heure, j'ai 4, et le GCL me renvoie ici. Si j'avais mis vide ici, au lieu du marqueur recyclé, j'aurais dit cette case est vide, donc spam n'est pas dans la table. Or, quand j'avais inséré spam, cette case était pleine, et j'avais dû utiliser mon GCL pour aller voir plus loin. Et donc maintenant que je vois le marqueur recyclé, je dis que, ok, cette case est libre, mais précédemment, elle était remplie, et donc peut-être que spam se trouve plus loin. Et donc je vais utiliser mon GCL pour aller voir plus loin, et c'est comme ça que j'ai trouvé la case 7 qui porte l'index 0 et que je vais pouvoir constater que spam est bien dans la table. Voilà. Si spam n'était pas dans la table, je serais tombé sur une case vide ici, et j'aurais pu dire, non, j'ai trouvé que des cases soit recyclées, soit vides, donc spam n'est pas dans la table. Mais là, cette fois, j'en suis sûr, parce que toutes les cases où spam était susceptible d'être présent sont parcourues par le GCL, et dedans je vais trouver, s'il y avait déjà quelque chose dedans, je vais trouver le marqueur recyclé, et s'il n'y a rien dedans, je sais qu'il n'y a jamais eu rien dedans, et donc à aucun moment j'ai pu stocker ce spam dans la case en question. Donc ça c'est un détail, mais qui est extrêmement important pour faire marcher les algorithmes. Donc là on en arrive au code C, que je vais vous présenter de façon un peu brute, avec des petits dessins intermédiaires quand il y aura besoin, que je ferai à côté, puisque je n'ai pas eu le temps de les préparer. Donc, des tables de hachage sur ce principe implémenté en C. Alors, on va essayer de les rendre un petit peu génériques, c'est dans le sens où je vais définir des types pour ce que c'est qu'un hachage, ce que c'est qu'une taille de table de hachage, etc. Donc, au début, il y a les choses dont on a besoin, stdlib pour les malloc et les free, string pour gérer les chaînes de caractères, puisque mes clés sont des chaînes de caractères, mat, on verra à quoi ça sert, et assert, j'ai déjà présenté assert, ça permet de faire des assertions, c'est des affirmations, qui si elles sont fausses, arrêtent le programme. Alors, j'y reviendrai quand on les verra, mais essentiellement ça permet de faire deux choses en même temps. D'une part, ça permet de vérifier que notre implémentation est correcte et que les choses qui se passent dedans sont celles qu'on attend. Donc on affirme des choses qui doivent être vraies si l'implémentation est correcte, et si c'est pas correct, eh bien on s'en rendra compte. Donc ça permet entre guillemets de détecter des bugs. Et d'autre part, ça permet aussi de documenter le code en quelque sorte, puisque on affirme quelque chose qui est vrai à un endroit du code, et ça c'est utile pour la personne qui lit le code. Ça lui permet de savoir que cette propriété est vraie, et on ne l'affirme pas juste avec un commentaire, on l'affirme avec quelque chose qui sera vérifié lors de l'exécution. Donc c'est un petit peu plus fort que juste mettre un commentaire pour dire à cet endroit-là, on a forcément telle propriété. Alors donc ensuite j'ai mes types. Donc le type des valeurs de hachage, ça va être des longues. Donc longue, c'est, je ne l'ai pas présenté jusque-là en cours, mais c'est pas compliqué. C'est un entier dont on est sûr qu'il fait au moins 64 bits. J'ai décidé de faire des entiers, des clés de 64 bits, des valeurs de hachage de 64 bits, signées. C'est-à-dire qu'un long peut être négatif. Ensuite, un tableau indexé par des hachages, lui, il sera indexé à partir de 0, donc c'est un unsigned long. Et j'appelle ce type hsize parce que c'est soit pour donner une taille d'un tableau, soit pour donner un index d'un tableau. Bon, je l'ai appelé hsize t. Donc pour stocker soit les index, soit les tailles des tableaux. Ensuite, mes clés, c'est le type hkey t, c'est des chars étoiles, on l'a dit. Et puis là, j'ai choisi de mettre comme type de valeur des int, vous voyez. Mais maintenant, on va avoir hval t. En théorie, si je veux
mettre à jour mon code pour avoir d'autres choses que des int, eh bien je pourrais juste changer ce type def. Encore faudrait-il vérifier bien partout que c'est le cas, qu'on n'a pas besoin de gérer ça autrement. En particulier si ce type là est compliqué avec des pointeurs, etc. Là je vais le traiter avec des simples affectations, donc je ne pourrais pas remplacer si simplement, mais c'est un début on va dire de traitement un petit peu générique des types, des clés et des valeurs. Ensuite il me faut pareil une fonction qui va copier une clé, puisque on va copier les clés dans le tableau, ce qui va permettre de gérer la mémoire proprement. J'y reviens. Donc bon, c'est juste un strcopy, strcpy, qui est une fonction qui est définie dans string, qui copie une chaîne. Donc ça copie la chaîne C dans la chaîne K, pardon, dans la chaîne C. Donc, sauf que là c'est bien sûr ma chaîne, c'est un hkey, d'accord, mais je sais que c'est un char étoile. Donc j'ai besoin d'allouer la mémoire pour la nouvelle clé, pour la copie de la clé K. Donc je fais un malloc de la longueur de K, plus 1, parce qu'il ne faut pas oublier que les chaînes de caractères sont terminées par un caractère de code ASCII 0, et celui-là aussi il faut le stocker. Et ensuite je fais la copie de K dans C, et strcopy renvoie le pointeur sur C, et donc je le renvoie directement. J'ai besoin de même d'une fonction qui est capable de désallouer la mémoire associée à une clé. Donc je l'appelle htFreeKey, ça prend une clé K, et ça fait juste un free de K. Ça sera quand je veux libérer la mémoire, je libérerai la mémoire des clés. Alors donc je disais qu'on n'est pas tout à fait générique par rapport au type des valeurs. Il faudrait probablement avoir des fonctions similaires pour les valeurs. Et là, on serait beaucoup plus générique. Et changer le type des clés des valeurs, ça serait essentiellement changer les définitions qui sont dans toute cette partie-là. Alors ensuite, le type table de hachage proprement dit, il est là. Alors il y a deux valeurs particulières qu'on va utiliser, empty et dummy. Donc empty, vous voyez que c'est la valeur -1, donc je fais un define empty -1, donc partout où vous verrez empty, le préprocesseur va remplacer par -1. Ça va être utilisé pour noter qu'une case est vide. Un index vide, il sera empty, donc -1. Dummy, c'est le symbole recyclé. C'est une case qui a déjà été remplie, mais qui a été effacée. Donc c'est la valeur -2. Donc on va voir que je vais gâcher, entre guillemets, tous les hachages négatifs. C'est-à-dire qu'on va avoir que des hachages positifs. Et donc ces deux hachages négatifs sont ceux, les deux seuls qu'on va utiliser, qui sont des valeurs spéciales. Autrement dit, aucune valeur ne peut avoir comme hachage empty ou dummy. On verra ça quand on définira la fonction de hachage. Alors ensuite, on a deux types de données. Donc le type pour les slots, qui vont permettre de remplir le tableau slots, et le type hashtable, qui est vraiment l'étape de hachage. Donc un slot, c'est quoi? C'est une paire clé-valeur. Donc il y aura un champ key de type hkeyT, un champ val de type hvalt, et on va rajouter un champ hash de type ht, puisque ça va nous permettre de mémoriser le hachage de la clé et de ne pas avoir à le recalculer à chaque fois. Donc, en particulier, si je veux vérifier que une clé se trouve dans une case, j'aurai déjà son hachage, ça sera plus rapide de comparer le hachage qui sera stocké dans le slot avec celui que je cherche, plutôt que de comparer les clés qui sont des chaînes qui peuvent être très longues, et donc une comparaison de chaînes ça peut prendre du temps, alors qu'une comparaison d'entier c'est très rapide. Donc on va d'abord comparer sur le hachage, et ensuite, si c'est le même hachage, on va comparer la clé. Et ensuite la structure table de hachage proprement dite, on va reconnaître ce qu'on a vu jusque là, le tableau slot, le tableau index, et ensuite c'est des compteurs pour connaître les tailles de tout ça. Donc on a un champ used de type hist qui est le nombre d'éléments actuellement stockés dans la table de hachage, donc c'est le nombre de slots utilisés. Un champ field, alors c'est la used, plus les items qu'on a supprimés. Donc si je reprends le dessin de tout à l'heure, ici j'aurai used égale 2, parce que j'ai spam et world
Donc j'ai 2 cases qui sont utilisées dans slot, et c'est le nombre d'éléments stockés dans ma table de hachage. Mais j'aurai field égale 3, parce que il y a aussi 7 cases recyclées ici, et donc j'ai 3 cases utilisées, 3 cases remplies, on va dire, dans mon tableau index. Même si celle-là, elle ne correspond pas à un élément de la table de hachage, elle correspond à un élément supprimé de la table de hachage. Donc j'en ai besoin pour vérifier que ma table de hachage n'est pas trop pleine, parce que si field est rempli, si je remplis toute ma case avec toute ma table avec des symboles recyclés ici, donc qui sont les demi ici, je vois que mon GCL il va parcourir tout le tableau sans jamais trouver de case libre. Et donc ça veut dire que ma table quelque part est pleine, ma table d'index en tout cas, même si ma table slot n'est pas pleine. Donc j'aurai besoin à ce moment-là de redimensionner mon tableau quand j'ai pas assez de cases qui sont vraiment empty, que j'ai trop de cases qui sont demi, eh bien je vais devoir redimensionner ma table index. Donc après j'ai le tableau index, donc c'est quoi? C'est un tableau de HT, donc de valeur de hachage. Alors, j'ai sa taille que je stocke dans eSize, donc c'est index size, le tableau slot qui est un tableau de slot, donc un pointeur sur slot, et sa taille size. D'accord, donc c'est une structure qui est, vous voyez, relativement simple. Alors ensuite, j'ai tout ce qui concerne la gestion de la mémoire dans une table de hachage, initialiser une table de hachage, libérer sa mémoire, etc. Donc, on a besoin d'une fonction intermédiaire makeIndex qui va fabriquer un tableau index pour une table de HHT, puisque ce tableau il doit être initialisé avec des empty partout. Donc c'est pas juste un simple malloc, c'est un simple malloc et remplissage des index à empty. Donc la fonction qui fabrique le tableau index d'une table T, et bien dans T flèche index, puisqu'on prend T en pointeur, donc c'est un htable étoile T, dans T flèche index, j'alloue eSize, T flèche eSize case de la taille d'un hachage, puisque je rappelle que index c'est un pointeur sur des HT, donc la taille d'une case fois le nombre de cases. Et puis ensuite je parcours ce tableau pour chaque i entre 0 et t flèche size, et bien dans la case index i je mets empty. Voilà la fonction makeIndex, elle n'a rien de très compliqué. Je l'ai mise ici parce qu'on va s'en servir 2 fois, donc j'en ai fait une fonction à part. On va s'en servir une fois ici pour initialiser une table, et puis une autre fois on verra un peu plus bas. Donc pour initialiser une table T, qu'on passe par adresse, comme tout à l'heure, un pointeur sur table, used, je le mets à 0, field, je le mets à 0, j'ai choisi que la taille initiale, ça serait 8, c'est-à-dire que je pré-réserve 8 cases dans ma table, et puis plus tard on fera grandir s'il y a besoin. Ça serait un petit peu dommage enfin 8 c'est vraiment pas beaucoup, ça consomme pas beaucoup de mémoire, ça serait un petit peu dommage de partir par exemple d'une seule case, c'est-à-dire que dès qu'on mettrait une deuxième clé, on serait obligé de faire grandir la table dès le départ. Si je mets 8, il y a des chances qu'il y ait plus de valeurs qui soient stockées de base dans ma table, mais pour toutes les petites tables qui vont stocker peu de valeurs, et bien 8 c'est pas une grosse valeur, et donc ça permettra de ne pas avoir besoin de redimensionner les tables. Donc on a positionné eSize, et donc on peut appeler htMakeIndex qu'on vient de voir juste au-dessus, voilà, qui se sert de eSize pour allouer le tableau index. Et de la même façon, on va positionner size. Alors, vous voyez, size il est un petit peu plus petit, il vaut 6. Donc tout à l'heure j'ai fait des dessins, si je regarde mes dessins, j'ai fait des dessins où c'était la même taille pour les deux. En pratique, on va voir que le critère de surdimensionnement qu'on se donne, c'est 2 tiers, c'est-à-dire que size aura la taille des 2 tiers de eSize. Donc le tableau slot, il contient 2 tiers des 66% des valeurs, de la taille du tableau index.
arrondi, ça donne 6. Et donc là, j'alloue le tableau slot, donc en mettant size gaz de taille slot t, puisque le tableau slot, je rappelle, c'est un tableau de slot, donc un pointeur sur slot, puisque c'est la même chose. Donc ça, c'est l'initialisation d'une table de hachage. Je me contente de positionner chaque information dedans. Si je veux libérer la mémoire d'une table de hachage, toute la mémoire, je vais devoir faire une boucle sur tous les slots, donc de 0 à t flash used, qui est le nombre de slots utilisés, et le slot i, je vais libérer la mémoire associée. Alors là, j'ai utilisé free, il me semble que j'aurais dû utiliser plutôt cette fonction-là, ht free key, pour être plus générique. Donc vous voyez, j'ai voulu être générique et je ne l'ai pas été jusqu'au bout. Donc là, il faudrait lancer ht free key pour libérer la clé du slot i. C'est pas très grave. L'idée, c'est que je libère la mémoire associée à la clé. Si je voulais être aussi absolument générique, j'aurais les mêmes mécanismes sur les valeurs associées aux clés et je libérerais la mémoire associée aux valeurs. Ce qui ferait rien dans ce cas-là, puisque c'est juste des int et il n'y a pas de mémoire allouée dynamiquement pour les stocker, mais ça me permettrait d'étendre facilement mes algorithmes sans écrire tout le code. Ensuite, je libère la table index et je libère la table slot. Voilà. C'est très très simple de libérer la mémoire. Et pour vider une table de hachage, eh bien simplement, je vais libérer la mémoire et la réinitialiser. Tant qu'à faire, on a déjà les fonctions qui sont définies, donc autant faire ça. Pour connaître la longueur d'une table de hachage, alors cette fois, j'ai pas besoin de la passer en pointeur parce que je la modifie pas. Je renvoie juste t.used. Sa longueur, c'est le nombre d'éléments qu'elle stocke à un moment donné, ce qui est différent de sa longueur en termes d'occupation mémoire, puisqu'on a vu, c'est surdimensionné. Il y a des cases vides, ça c'est pour pouvoir justement trouver rapidement une case vide, pour pouvoir stocker des nouveaux éléments. Ensuite, on trouve un parcours générique, donc on a déjà vu ça, sur les arbres, sur les listes ASSO. Donc je définis un type visitor qui est un pointeur sur une fonction qui prend une clé et une valeur. Donc, précédemment on prenait qu'une valeur en paramètre, là on prend une clé et une valeur. Et visiter tous les éléments d'une table T avec un visitor visite, c'est tout simplement itérer. Tiens, j'ai pas déclaré i, bizarrement ce code compile. Ah si, pardon, hst, je le déclare ici, donc c'est un index sur la table. I et jusqu'à t.used qui est le nombre de slots utilisés et je visite le slot i, c'est-à-dire la clé et la valeur du slot. Je pourrais avoir un visiteur qui prend la valeur de hachage, mais c'est plus censé être quelque chose qui reste relativement caché de l'utilisateur. Ce hachage, c'est un détail d'implémentation, on n'a pas tellement envie de lui montrer. Donc on se contente de dire qu'on stocke des clés et des valeurs. Alors justement, la fonction de hachage, comment est-ce qu'on va hacher une valeur? Alors là, je vous donne une fonction de hachage qui marche bien. C'est celle qui est utilisée dans le Python et je vous expliquerai absolument pas pourquoi elle marche bien. Là encore, c'est toute une théorie. Pardon, les fonctions de hachage sur des valeurs numériques. En général, des entiers, on hache en disant que la valeur de hachage c'est l'entier. Sur des valeurs structurées, eh bien, on va devoir combiner les hachages des différents éléments de la structure. Et sur des valeurs de tableau, de la même façon. Donc là, on a un tableau d'entiers qui sont des caractères. Donc un char, en C, c'est un entier qui peut être signé ou non sur un octet, et qui, quand on l'affiche dans un printf ou dans ce genre de contexte, va être considéré comme un code ASCII, et donc interprété de cette façon-là. Mais à la base, c'est un entier. Donc, ma chaîne de caractères que je hache ici, je vais la convertir en unsigned char étoile, pour être sûr d'avoir des entiers non signés,
Donc là, même si char étoile dans mon implémentation de C étaient des entiers non signés, là je suis sûr que c'est le cas, indépendamment de l'implémentation de C. Donc je rappelle, en C, un char, c'est un entier sur un octet, ça c'est dit par la norme, par contre on ne nous dit pas s'il est signé ou non. Donc là, je suis sûr qu'il est non signé. Et cette notation-là, entre parenthèses, un type suivi d'une valeur, c'est pour convertir la valeur dans le type que je donne là. Et je le mets dans un pointeur P, qui est aussi un unsigned char. Ça va me permettre de parcourir mon tableau str comme si c'était un tableau d'unsigned char. Je vais initialiser ma valeur h, qui sera le hashage final que je vais renvoyer, comme étant étoile P, c'est-à-dire le premier caractère pointé par P, décalé de 7 bits à gauche. Alors, il faut bien faire attention de ce qu'on fait là. Donc, étoile P, c'est bien le premier caractère pointé, enfin de la zone pointée par P. Donc, c'est le premier caractère de la chaîne. Si la chaîne est vide, étoile P, c'est 0, puisqu'une chaîne de caractères en C se termine par un 0. Donc, cette chose-là est toujours valide. D'accord ? Ce calcul-là. Et donc, ça va me donner un H égal à 0 quand la chaîne est vide. Ensuite, j'ai besoin d'une valeur L que j'initialise à 0. Et ensuite, tant que étoile P, c'est-à-dire tant que le caractère pointé par P n'est pas 0, donc je ne suis pas à la fin de chaîne, je vais mettre à jour H, et là on va trouver quelque chose un petit peu, enfin voilà, un calcul qui va paraître un petit peu arbitraire. Je vais multiplier H par 1,3 million, faire un XOR avec le code ASCII du caractère. Donc vous voyez, cette multiplication, ça peut vous faire penser à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le générateur concurrentiel linéaire. On fait 5 fois la valeur plus 1. Là, c'est pas 5 fois, c'est 1,3 million. Ouais. Et puis, c'est pas un plus 1, c'est un XOR. Donc on fait un XOR entre le hachage précédent multiplié par 1,3 million et la valeur du code ASCII du caractère courant. Puis on incrémente L, on incrémente P. Alors L, j'ai oublié de le dire, c'est la longueur de la chaîne. J'en ai besoin. Donc je la compte à chaque tour de boucle, j'incrémente L. C'est pour ça que je l'ai initialisé à 0. Et donc je répète que si ma chaîne est vide, étoile P au départ vaut 0. Donc je ne rentre pas dans ma boucle. Et donc je passe directement à la fin. Et donc j'incrémente L, donc je compte un caractère. J'incrémente P, je passe au caractère suivant dans la chaîne. Et à nouveau, je vais multiplier H par 1,3 million, faire XOR avec le code ASCII du nouveau caractère, et ainsi de suite, reboucler pour chaque caractère. Voilà, c'est un truc un peu bizarroïde, mais il se trouve que c'est une fonction de hachage qui est relativement classique et qui marche bien. C'est-à-dire qu'elle a les bonnes caractéristiques, comme j'avais prévenu. Elle mélange les caractères, elle mélange les chaînes, et elle ne donne pas des index qui sont proches les uns des autres. Et à la fin de la boucle, on va faire un XOR entre H et la longueur de la chaîne. Ça permettrait à nouveau, si jamais on avait une collision juste sur la valeur des caractères, eh bien on va différencier deux chaînes qui donnent les mêmes valeurs quand je calcule cette boucle, mais qui auraient des longueurs différentes. Eh bien je vais pouvoir les différencier grâce au XOR ici. Et enfin, le dernier point que j'ai là, c'est si le hachage que je trouve au final est inférieur à 0, alors je renvoie moins h, donc je le rends positif, et sinon je renvoie le hachage que j'ai trouvé. Donc je rappelle que mes hachages ici sont des valeurs positives ou nulles, et je ne vais en utiliser que les valeurs positives. Donc si je tombe sur quelque chose de négatif, je vais retourner la valeur absolue. Alors vous allez me dire, mais comment je pourrais tomber sur quelque chose de négatif alors que j'ai fait que des multiplications par des entiers positifs et des XOR? Eh bien, il faut se souvenir qu'on est en C, et quand je fais des multiplications typiquement par des grands nombres comme ça, je vais obtenir des très grandes valeurs, et ces valeurs peuvent dépasser la plus grande valeur représentable sur le type que j'ai choisi. Donc là, j'ai choisi des entiers de 64 bits. Alors minimum, les longues, je suis sûr d'avoir 64 bits, mais éventuellement j'aurai plus. En pratique, j'aurai 64 bits.
Donc, si j'obtiens un résultat lors de mon calcul ici, ligne 87, qui est plus grand que 2 puissance 64 moins 1, eh bien, ça sera une valeur, que 2 puissance 63 plutôt, ça serait la plus grande valeur positive que je peux représenter, 2 puissance 63 moins 1, eh bien, si je dépasse cette valeur-là, le 64e bit va être à 1, ça c'est le bit de poids fort, il est considéré comme un bit de signe, et j'aurai une valeur négative. Et cette valeur négative, si pareil elle devient très grand et que j'ai un 65e bit qui apparaît, il va être ignoré, il va juste être oublié, et je vais garder que les 64 bits de poids faible, qui sera donné une valeur positive ou négative selon le bit de poids fort. Qu'il soit à 1, ça sera négatif, s'il sera à 0, ça sera positif. Donc c'est bien ces calculs arithmétiques qui débordent de la taille d'entier que je me donne, mais qui gardent quand même les 64 bits que je me suis donné, qui font que je vais obtenir des valeurs positives ou négatives selon ce que j'obtiens comme résultat. En multipliant par 1 million, ça va assez vite d'obtenir des très grandes valeurs qui déplacent sur des grandes chaînes qui vont dépasser rapidement les 64 bits et donc devenir négatives. Voilà, donc ça c'est la fonction de hachage. Elle est arbitraire, quand je la présente comme de cette façon-là. Pareil, derrière, c'est conçu mathématiquement, il y a toute une théorie des fonctions de hachage, je ne veux pas du tout en parler ici. Celle-là, c'est celle que vous allez trouver dans le langage de programmation Python. Elle est réputée pour bien marcher sur les chaînes de caractères quand on veut calculer des hachages pour faire des tables de hachage. Donc je suis en train de faire les tables de hachage à la Python. C'est une implémentation très inspirée de celle de Python. En toute logique, j'utilise la même fonction de hachage que celle des chaînes de caractères de Python. Alors ensuite, on va retrouver notre générateur congruentiel linéaire. Le voilà. Donc pour pouvoir fabriquer un générateur, souvenez-vous de l'index, de l'algorithme. Dans l'algorithme, je dis je produis une valeur Toto. Produire une valeur, c'est quoi? C'est générer une valeur. Comment je vais faire pour générer une valeur? Une fonction, ça renvoie une seule valeur, ça renvoie pas une séquence de valeurs. Je ne vais pas non plus générer tout un tableau de valeurs à l'avance, parce que si ça se trouve, j'ai besoin que de la première, ou les deux premières, ou peut-être les trois premières, mais rarement toute la séquence. Donc il faut trouver un moyen pour générer une séquence de valeurs une par une. Et donc l'idée, c'est d'avoir une structure de données qui va mémoriser l'état du générateur. Donc c'est hprop-t, c'est une structure de données qui mémorise l'état du générateur, et des fonctions qui vont permettre d'initialiser cette structure et de générer une valeur. Ça sera htprop-first, et puis une fonction qui va me faire générer la valeur suivante et mettre à jour ma structure. Et après, je pourrais appeler plusieurs fois comme ça ma fonction promNext pour générer les différentes valeurs. Donc, ma structure de données qui contient les infos, j'ai besoin de connaître un masque. Alors, le masque, c'est la taille de la table, en quelque sorte. Ça me permet de limiter les entiers que je génère à la taille de la table. Donc, si j'ai une taille de table de taille M, eh bien, en fait, je vais faire un modulo M, tout simplement. Donc, si j'ai une table de taille 5 que je génère avec mon algorithme la valeur 123, eh bien, je vais faire 123 modulo 5 et ça va me donner un index de la table, tout simplement. C'est ce que j'avais dans mon algorithme tout à l'heure. Je générais des valeurs modulo un maximum. Ici, on va faire un peu plus simple qu'un modulo, parce qu'un modulo c'est un petit peu coûteux en termes de calcul. On va s'arranger pour avoir des tailles de table qui sont toujours des puissances de 2. Donc par 1, 2, 8, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Et si je prends cette taille moins 1, donc si je prends par exemple 64, donc 2 puissance 64 moins 1, eh bien c'est 64 bits à 1. Donc c'est très pratique. Si j'ai une taille qui est toujours une puissance de 2, je fais moins 1 et j'ai un masque qui est que des bits à 1. Et en faisant un et binaire entre le masque et la valeur que je génère, je vais avoir l'effet du modulo. C'est-à-dire que je vais ignorer les bits qui sortent de la taille de la table.
Donc ça sera plus facile de faire comme ça, enfin plus facile, plus efficace de faire comme ça avec un et binaire que de faire avec un modulo. Mais formellement c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Je le redirai. Index, c'est la valeur d'index que j'ai calculé, qui me permet de deviner, de proposer un index dans la table index à parcourir. Et perturbe, on va voir, c'est un truc supplémentaire qu'on n'a pas vu dans l'algorithme GCL tout à l'heure, qui permet en fait de mieux prendre en compte le hachage qu'on a obtenu pour mieux mélanger en quelque sorte les valeurs que va produire notre générateur congruentiel linéaire. Alors, pour faire le premier test, la première proposition, on a une table T, on a une structure hprob qu'on prend par adresse puisqu'on va devoir la mettre à jour, et on part d'un hachage H qui nous a été proposé. Je rappelle, j'ai une structure, une chaîne, je la hache, et mon GCL me propose une première valeur à partir de ce hachage qui est égal au hachage. Et puis ensuite, il me proposera une seconde valeur si j'ai besoin. Donc, ma première assertion ici, c'est de dire que h est supérieur ou égal à 0. J'ai dit que mes hachages doivent être supérieurs ou égal à 0. Si je ne fais pas ça, mon algorithme ne marche pas. Donc là, je le vérifie et je l'affirme. C'est un rappel. Si ce code est modifié pour avoir une autre fonction de hachage ou pour avoir des hachages sur autre chose, des clés qui sont autre chose que des chaînes, eh bien je vais devoir toujours me conformer à cette assertion, et si j'oublie, eh bien je vais le voir puisqu'il y aura une erreur à l'exécution. Ensuite, je l'ai dit, le masque, c'est la taille du tableau index moins 1. Donc comme la taille du tableau index sera toujours une puissance de 2, j'enlève 1, eh bien j'aurai, si par exemple la taille du tableau index est 2 puissance n, eh bien j'aurai n bits à 1, n bits de poids faible à 1, et en faisant un et entre le masque et la valeur de hachage, j'ai bien un index du tableau T flèche index. Donc le premier index que je vais proposer, ça sera h borné à la taille du tableau, donc et binaire p flèche masque, et je mémorise le hachage dans un paramètre perturbe, dont on va voir qui va servir pour les suivants, pour mieux mélanger les valeurs que je propose. Et je renvoie p flèche index, une fois que j'ai bien initialisé ma structure, le premier index que je propose, c'est le hachage. Alors, le hachage borné à la taille du tableau, cela dit. Je propose. Donc, en fait, vous voyez, ma fonction de hachage, telle que je l'ai définie ici, elle ne s'occupe pas du tout du tableau. Elle ne sait pas qu'il y a un tableau, elle ne sait pas qu'elle doit renvoyer un index dans le tableau. Tout à l'heure, j'ai dit que le hachage renvoyait un index du tableau. En fait, ça serait un peu dommage de lier la fonction de hachage à un tableau en particulier. Donc on fait une fonction de hachage générale qui renvoie n'importe quel entier. Et c'est au moment où on s'en sert dans le GCL qu'on va borner le hachage à la taille du tableau avec le masque ici. Donc soit avec un modulo en toute généralité, soit avec le et ici qui marche pour des tailles qui sont puissance de 2. Et ensuite on a la fonction qui génère un autre index, une autre proposition. Donc là on prend juste la structure hprob par valeur, par adresse à nouveau. On a une constante perturbe shift qui va servir à décaler perturbe à chaque appel. Donc comment ça marche? On retrouve le 5 fois la valeur précédente plus 1 qu'on avait déjà vu. Donc p flèche index reçoit 5 fois la valeur précédente plus 1. Ça c'est le GCL tel que je vous l'avais défini tout à l'heure. Au début ça vaut la valeur R0, c'est H, sauf qu'on la borne à la taille du tableau. Et ici pareil, on fait 5 fois la valeur précédente plus 1, c'est exactement le GCL. Sauf qu'on va le perturber. On ajoute encore le perturbe. Alors le perturbe initialement qui vaut H, le hachage. Et la perturbation, on la décale à droite de 5 bits. Perturbe shift, il est
défini comme étant 5, donc on va perdre les 5 bits de poids faible de perturbe et décaler tous les autres vers la droite, vers le poids faible. L'idée étant que, voilà, là j'ai ajouté perturbe, la prochaine fois j'ajouterai un perturbe qui sera beaucoup plus petit, hein, je l'ai divisé par 2 puissance 5 en faisant ça, et à chaque fois que j'appelle next, j'ajoute un perturbe qui est plus petit à nouveau. Alors pourquoi on fait ça? Regardez, on renvoie p-index et p-mask, donc à nouveau, la valeur suivante qu'on propose, c'est bien celle qui est renvoyée par le GCL, modulo la taille du tableau, sauf que je calcule mon modulo avec un et binaire avec le masque. Donc on renvoie toujours une valeur qui est dans le tableau. Et ce que je voudrais, c'est bien prendre en compte tous les bits du hachage qui a été calculé, qui est censé renvoyer une valeur très dispersée, donc pour potentiellement des valeurs très grandes. Or, ce que je vois, c'est que le premier que je renvoie, je fais un modulo, donc il n'y a que les premiers bits du hachage H qui sont exploités pour renvoyer le premier index. Donc comment faire pour que tous les autres ne soient pas perdus, entre guillemets, que je ne les ai pas calculés en vain. Ils ont été rajoutés là pour mélanger les index, et si je me contente de faire un modulo, je les dégage et donc je n'en tiens pas compte. Et bien c'est le boulot de perturbe. Donc perturbe, je l'ajoute, donc là en quelque sorte, les premiers bits de poids faible de perturbe vont s'ajouter, et ensuite je vais décaler de 5 bits, et donc le coup d'après, ça sera les premiers bits, sauf les 5 premiers, les suivants, et ainsi de suite. Et à chaque fois que je vais appeler next, je vais utiliser, je serai sûr qu'il y aura 5 bits de perturbe qui seront utilisés, pas toujours les mêmes, donc d'abord les 5 bits de poids faible, puis les 5 suivants, etc. etc. Donc si par exemple P, flèche masque, ça correspond à 2 puissance 5 moins 1, si je fais des modulos de puissance 5 ici, eh bien je vois bien que là j'ajoute les 5 bits de poids faible de perturbe, et je les perds avec le modulo. Et puis comme je fais un shift ici, je le décale, et donc c'est les 5 bits suivants qui seront utilisés dans la perturbation le coup d'après, et ainsi de suite. D'accord? Bon, alors bien sûr, si P, flèche masse, c'est pas de puissance 5 moins 1, si c'est autre chose, je vais utiliser plus de bits de perturbe, ou moins de bits de perturbe. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que le hachage initial, je vais l'utiliser progressivement, chacun des bits du hachage initial va être utilisé puisque je le décale par la droite, et au bout d'un moment, à force de faire des décalages par la droite, perturbe va devenir égal à 0. Et à ce moment-là, je retrouve très exactement 5 fois valeur précédente plus 1, et donc j'ai très exactement le GCL que j'avais défini tout à l'heure. Et donc je suis sûr qu'à partir du moment où perturbe arrive à 0, je tombe sur un GCL normal, standard, non perturbé, qui va me générer tous les index du tableau. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait un GCL qu'on a ici, c'est un GCL perturbé de façon à profiter de la valeur de hachage qui est censée être bien mélangée pour trouver plus rapidement une case plus arbitraire en quelque sorte, plus mélangée, plus aléatoire. J'aime pas employer le mot aléatoire, je préfère dire mélangé ou arbitraire. C'est pas aléatoire, hein. Tout ça est déterministe, on l'appelle tout le temps avec les mêmes valeurs, ça donnera toujours les mêmes résultats. Mais ça se comporte un peu comme aléatoire dans le sens où les valeurs successives sont très mélangées. Donc voilà l'implémentation du GCL qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est un petit peu plus compliqué. Il y a 2 problèmes à résoudre. Le premier problème à résoudre, c'était d'être capable de générer une série de nombres un par un, et donc pour faire ça, j'ai cette structure qui permet de mémoriser les variables de mon générateur, une première fonction qui permet de générer la première et d'initialiser ma structure, et ensuite une fonction que je vais appeler en boucle qui me permet de générer toutes les valeurs suivantes en mettant à chaque fois à jour la structure. Donc c'est ça l'astuce pour générer successivement des valeurs sans avoir besoin de les stocker dans une table. Alors ensuite, il vient l'algorithme le plus important de cette implémentation de table de hachage, c'est l'algorithme lookup qui cherche un emplacement dans la table. Donc c'est l'algorithme que j'ai illustré plusieurs fois ici. Si je reprends au début, je génère un hachage et grâce au GCL, je cherche une case vide. Donc là, par exemple, je trouve tout de suite la case, je stocke ma valeur. Ici, je génère un hachage,
je trouve une case vide, je stocke ma valeur. Ici, je génère un hachage, je trouve une collision, donc je vais plus loin, je trouve une case vide, je génère, je stocke ma valeur. Et puis, pareil, si je veux supprimer l'eau, je le cherche dans la table, donc je génère son hachage, le GCL me le donne, je le trouve, je le supprime, je remplace par recycler, et je déplace pas, ça c'est un détail d'implémentation, enfin c'est important mais c'est un détail par rapport au parcours. Et puis si je cherche spam, je calcule son hachage, le GCL me donne une case recyclée et je dois aller voir un cran plus loin pour trouver la bonne case. Donc là vous voyez, à chaque fois je fais la même chose, j'ai un algorithme qui recherche un emplacement dans ma table. Donc c'est cet algorithme lookup. Alors il recherche un emplacement dans la table, il va me renvoyer un lookup T qui est cette structure là, qui contient une position dans la table slot et une position dans la table index. Donc j'ai appelé pose une position dans la table slot et idx une position dans la table index. Alors, sauf que parfois pose ça sera empty ou dummy quand il n'y a pas de position, quand la valeur que je cherche n'est pas dans le tableau. Et lookup, dans une table T, cherche une clé K dont le hachage est la valeur H. On le fournit en paramètre, ce qui évitera de le calculer plusieurs fois. D'accord, donc lookup, dans la table T, cherche un emplacement qui correspond à la clé K et au hachage H, et va renvoyer un index dans la table index et une position, un index dans la table slot. J'aurai besoin de mémoriser un index de cases libres que j'initialise à empty, c'est juste pour qu'il soit, différent d'un vrai index et que je puisse voir que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc free idx, ça sera une position pour idx d'un emplacement libre que j'initialise empty en disant je ne l'ai pas encore trouvé, c'est pas un emplacement valide empty. Alors je reviens sur ce dessin, quand je cherche cet emplacement pour spam, eh bien je tombe ici, et ici je vais pouvoir mémoriser que la première case libre mais pas vide que j'ai rencontrée, c'était la case 4. Et c'est à ça que sert cette variable-là. C'est mémoriser que j'ai rencontré cette case-là. Parce que si jamais, par exemple, c'était pas spam que je veux stocker mais une autre valeur, eh bien, je vais pouvoir utiliser ça. On va le voir juste après. Donc, ça sert à comment dire, moralement, le GCL me donne un parcours au sein de ce tableau-là. D'accord ? Et si je cherche un emplacement pour mettre une clé et que je tombe sur des cases recyclées, une chaîne de cases recyclées, tant que j'ai pas trouvé une case libre, j'ai pas trouvé ce que je cherche. Mais si je finis par trouver une case libre, bien entendu, c'est pas celle-là que je vais proposer, parce que ça veut dire que je propose une case qui est dure à trouver, parce que par rapport au hachage initial, qui est la première tentative, j'ai dû faire tout un parcours pour arriver à cette case libre. Et donc là, je vais mémoriser la première case qui n'est pas libre, mais qui n'est pas vide, mais qui est libre en fait, qui est réutilisable, je vais la mémoriser au cours de mon parcours, et c'est celle-là que je vais proposer, et pas la première case vraiment vide que j'ai trouvée. Donc on va voir ça dans l'algorithme tout à l'heure. Donc j'ai besoin de ma structure probe, de typage probe T pour aller chercher, parcourir mon tableau. Je vais avoir ma propre structure lookup que je vais renvoyer à la fin. Et puis, ici, je vais vérifier qu'il existe au moins une case qui est empty dans mon tableau. Et donc, que t.field, qui est le nombre de cases soit occupées, soit recyclées, est inférieur à t.esize. Et donc, la taille de la table index est plus grande que le nombre de cases occupées. Donc, dedans, il y a forcément des cases empty. Je suis sûr de les trouver. Attention, ce assert, c'est pas quelque chose de magique, ça va pas. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a une faute dans mon implémentation, je devrais la corriger. Mais ça me permet de l'affirmer à ce moment-là, à la fois pour le vérifier lors de l'exécution, et en même temps pour dire au lecteur du code, rassure-toi, il existe une case vide dans le tableau.
Alors, comment ça marche, ce lookup? Eh bien, je vais utiliser hprop first de t, donc dans le tableau t. J'utilise la structure probe que j'ai là, dont je passe l'adresse, et le hashage hash pour générer un premier index que je souhaite tester pour savoir si cet index il convient pour la clé K et le hashage hash. Et puis la condition d'arrêt, vous voyez qu'elle est vide, j'ai pas mis de condition d'arrêt, c'est comme si j'avais mis vrai. On peut faire ça, une boucle for sans condition d'arrêt. Donc je vais pas avoir de condition d'arrêt, ma boucle for va tourner indéfiniment. En réalité, dedans, j'aurai des breaks quand je devrais m'arrêter, mais c'est pas des conditions qui sont faciles à exprimer, on peut pas les exprimer là. C'est des conditions vraiment beaucoup plus complexes, et donc on va juste faire une boucle infinie au niveau du for, et c'est dans la boucle qu'on va mettre des conditions d'arrêt avec des breaks. Et puis, pour aller chercher l'index suivant, eh bien, je vais utiliser hprop next, qui va me générer un index suivant dans ma table index. Donc, là, je suis à l'index idx, et je mémorise la position dans slot qui correspond. Donc, lookup.pos, c'est t.index de lookup.idx. Donc, t.index, c'est ce tableau d'index qui me donne des positions dans pos. Donc, si je tombe, par exemple ici, si je tombe sur la case 1, la case 2 pardon, de index, donc si le idx vaut 2, eh bien la case contient 1, donc je mémorise que ça correspond à l'index 1 de slot dans pos. Si ici je suis tombé sur idx égale 4, ben, je vais mémoriser demi, puisque c'est ce que j'ai dans la case. Et si je tombe sur 0 par exemple, j'ai mémorisé empty, puisque je tombe sur une case qui est complètement libre, complètement vide. Donc dans lookup.pos, donc c'est un index de slot à condition qu'il soit renseigné au niveau de la table index. Donc si lookup.pos est empty, ça veut dire que j'ai une case qui est complètement vide. Et que donc là, ça veut dire que j'ai trouvé, autrement dit, j'ai fini mon parcours, ma boucle, enfin j'ai fait des probes, j'ai fait des tentatives pour trouver un emplacement qui correspond pour K. J'ai trouvé un emplacement qui correspond à K et qui est libre, d'accord? Donc je dois renvoyer lookup. Sauf si précédemment j'avais rencontré une case qui était non pas libre mais demi. Et donc dans ce cas-là, je l'avais mémorisé dans FreeIDX. Et donc je vais dire que lookup.pos c'est demi, c'est-à-dire qu'en fait la case que j'ai trouvée était recyclée et elle était à cet index-là. Et j'ai fini. Si jamais j'avais pas trouvé avant de case demi, eh bien je renvoie directement, je renverrai le lookup. Alors si on regarde à la fin, quand je sors de ma boucle, je renvoie lookup. Donc on va faire un petit dessin après de ce cas-là. Mais je préfère dérouler la boucle encore jusque-là, au moins, puisque regardez le deuxième cas, c'est quand je tombe pas sur une case empty, je tombe sur une case demi. Donc ça veut dire que je tombe sur une case recyclée, et c'est là que je vais mémoriser que je suis tombé sur une case recyclée, je vais mémoriser la première que je rencontre. Donc si FreeIDX vaut empty, c'est-à-dire il est tel que je l'avais initialisé, et bien dans FreeIDX, je mets lookup.idx. Donc je mémorise que je suis tombé sur une case qui est recyclée. Et c'est la toute première que je rencontre que je vais mémoriser, puisque le coup d'après, si j'en rencontre d'autres qui sont demi, FreeIDX sera plus égal à empty, puisque je lui ai mis un vrai index dedans. Et donc ça, je le vais faire uniquement sur la toute première case recyclée que je trouve. Alors regardons ce que ça donne ici. Donc je vais essayer de faire un dessin. Donc imaginez que je tombe sur... donc je cherche spam. Donc je cherche spam. Je génère son hachage C4. Et donc je tombe sur cette case qui contient demi. Donc j'ai généré idx égale 4. Ici, je tombe sur demi.
Et donc, lookup.pose ne vaut pas empty, il vaut dummy. Donc je suis dans ce cas-là. Et donc dans FreeIDX, je vais mémoriser 4. Voilà. Donc là, je mémorise que ça, c'est FreeIDX. C'est pas très bien écrit. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire un tour de boucle. Je vais aller à la case suivante. Donc, par exemple, il va me générer celle-là. Et je tombe sur spam, sur 0. Donc c'est là, je tombe sur 0. Ici, je vois dans ma boucle, je mémorise lookup.pose, ça sera donc 0, et idx, ça sera 7. Je serai dans aucun de ces cas-là, je serai dans le dernier cas où j'aurais trouvé spam. D'accord? Donc maintenant, même chose, imaginons que c'est pas spam que je cherche, c'est ham. Et pas de bol, à nouveau, ham vaut 4. Le hachage. Donc, le lookup .idx vaut 4. Je tombe sur dummy, donc je mémorise que free idx est ici, grâce à ce code-là. Grâce à ce code-là. Je vais chercher le suivant. Je tombe sur 0. Et ce que je cherche, c'est ham. Et donc 0, c'est pas vide. Je vois que ici, c'est spam. Donc c'est pas ce que je cherche. Donc je vais devoir aller chercher le suivant. Et donc, je vais refaire un tour. Alors, je ne l'ai pas montré, ce code qui va chercher le suivant. Il est plus bas, mais qui teste si j'ai trouvé la case que je cherche. Mais on voit bien que je cherche ham, donc je ne l'ai pas trouvé. Donc, je vais faire encore un tour de ma boucle for. Et je vais prendre un autre index. Par exemple, ça va me renvoyer 1. Et donc, cette fois, je tombe sur une case qui est vide. Donc, je suis dans ce cas-là. La case est vraiment empty. Elle n'a jamais été occupée. Et je me rends compte que j'avais déjà trouvé précédemment au cours de mon parcours une case qui était dummy, autrement dit, j'ai mis une valeur dans FreeIDX. Donc puisque FreeIDX n'est pas empty, ça veut dire que je l'ai affecté, et donc ça veut dire que j'avais trouvé une case dummy, et donc je vais dire que la position que j'ai trouvée, qui est celle-là, que je vais vouloir renvoyer, parce qu'elle est réutilisable, elle est recyclable, cette position-là. Je vais vouloir la renvoyer. Dedans, je mets dummy puisque c'était son statut. Et l'index, son index, c'est FreeIDX que j'avais mémorisé tout à l'heure. Voilà. Et quand je fais mon break, je sors de la boucle et je renvoie mon lookup. Donc, vous voyez, ça sert à ça, le FreeIDX. C'est pour mémoriser quand j'ai un parcours complexe comme ça, où je me balade longuement dans le tableau jusqu'à tomber sur une case vraiment vide. Et bien, en fait, j'ai fait tout ce parcours pour rien, parce que, en fait, la première case, je pouvais l'utiliser. Mais je ne pouvais pas savoir ça tant que je n'avais pas fini mon parcours. Puisque si je cherche spam, par exemple, mon premier exemple, c'est je cherche spam, je tombe sur case demi, je ne peux pas m'arrêter parce que spam, il est peut-être plus loin. Peut-être que spam, il est plus loin, puisque cette case est recyclée, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une collision sur cette case. Cette collision peut-être concernait spam. Alors peut-être que lui, il avait été mis là et qu'on l'a effacé, mais ça, je ne peux pas savoir. Pour le savoir, je suis obligé d'aller voir plus loin, et je constate que, ah oui, spam, il est là, donc je le trouve. Si maintenant c'est ham que je cherche, qui a le même hachage, c'est la même chose. Je tombe ici, je dis, peut-être qu'il a été là à un moment donné et qu'il a été effacé, ou peut-être qu'il est plus loin, parce que ça, c'était une collision. Donc je vais ici, je vois que ici c'est spam, et donc il n'est pas là. Je vais plus loin, je tombe sur une case qui n'a jamais été remplie, et donc ça veut dire que ham n'a jamais été dans la table, ou alors il était là. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il ne l'est pas, parce que sinon cette case, il y aurait ham dedans, ou alors elle serait recyclée, parce qu'il y aurait eu aussi une collision. Donc si elle n'a jamais été remplie ici, ça veut dire que, vu que mon GCL génère toujours la même séquence et le même parcours pour la même clé, eh bien, je suis sûr, quand je tombe sur une case vide, que ham n'est pas dans la table. Et donc, à ce moment-là, ce que je vais renvoyer, c'est pas cette case-là. Certes, elle est vide, elle est utilisable pour ham, mais ça veut dire que chaque fois que je vais chercher ham, je vais me balader dans le tableau et faire 3 cases pour rien. Ce que je peux renvoyer, c'est cette case-là, qui est la toute première que j'ai rencontrée, que je peux recycler. Et donc, c'est pour ça que je l'avais mémorisé dans FreeIDX lors de mon parcours,
c'est pour me souvenir qu'à un moment donné dans mon parcours, j'ai trouvé une case qui était libre, mais pas empty, juste demi. Elle est réutilisable à condition d'être sûr que ce qu'on est en train de chercher n'est pas présent dans le tableau. Donc c'est la raison d'être de cette variable freeIDX. Donc si je regarde un peu plus bas dans ma boucle, je vois que donc j'avais le cas ici où je trouve une case vide, empty. Ici je trouve une case recyclée, donc là je la mémorise, en tout cas je mémorise la première que je rencontre. Et puis ici je trouve une case qui n'est ni vide ni recyclée, donc elle contient un vrai index et je vais regarder si j'ai trouvé la clé que je suis en train de chercher tout simplement. Donc si dans la table slot, à la position lookup.pose, le hachage qui est stocké est égal au hachage que je suis en train de chercher. Je rappelle que lookup il cherche une clé K dont le hachage est H. Donc je compare déjà le hachage. Si c'est le hachage que je cherche, alors je vais comparer la clé. Mais déjà, si c'est pas le hachage, mon if va sortir et je vais juste arriver ici à la fin de ma boucle for et refaire un tour de boucle pour aller voir dans la case suivante. Ça, c'était l'exemple quand je cherchais ham et j'étais tombé sur spam. Pardon, ils ont le même hachage, donc là, non, justement, je chercherai autre chose. Si je cherche ham qui a le même hachage que spam et que je tombe sur spam, cette condition va être vraie, c'est le même hachage, donc je dois comparer les clés. Mais avant de comparer les clés, c'est toujours bon de comparer les hachages parce que ça sera beaucoup plus rapide de comparer deux hachages que de comparer deux clés. Donc je compare le hachage de la valeur stockée dans le slot qui correspond à l'index que je suis en train de tester. Puis, si c'est le même, je compare les clés. Donc j'ai strcmp qui compare deux chaînes de caractères. Donc je compare que à la position pose de slot, la clé key est égale à la clé K que je cherche. Et si ça renvoie 0, ça veut dire que c'est la même. Et à ce moment-là, je fais un break. J'ai trouvé la clé K dans ma table de hachage. Et donc, quand j'ai trouvé, je sors de la boucle et je retourne mon tableau lookup. Et donc, je peux trouver avec cet algorithme de recherche, finalement, je peux trouver soit une position libre, soit une position pleine. Lui, l'algorithme de recherche, il ne s'occupe pas de savoir pourquoi on cherche une case. On cherche une case. D'accord ? Donc, il va renvoyer un lookup qui va me donner à la fois une position dans index et une position dans slot. Donc soit une position de type index égale 2 et slot égale 1. Comme ça, je sais en quoi ils correspondent. Soit une position index égale 4 et slot égale demi. Ou alors une position du type index égale 0 et slot égale free. D'accord ? Donc en fait, il me renvoie à la fois index et le contenu de la case, l'indice dans la table index et le contenu de la case. Donc voilà pour l'algo lookup. Il est important, ça vaut le coup de le faire tourner manuellement en inventant des valeurs de hachage et des valeurs de GCL, c'est pas le problème. Il suffit juste de faire un parcours arbitraire pour comprendre pourquoi on a ces trois cas. Voilà. Donc, si je résume, l'idée c'est qu'on a cette boucle for qui va qui va proposer des index dans la table index. On mémorise la position dans le slot qui correspond, et selon la position qu'on a trouvée, on va regarder est-ce qu'on a fini notre parcours ou pas. Si je tombe sur un truc vide, j'ai fini, et donc je renvoie ce que j'ai trouvé, sauf que ce que j'ai trouvé, ça peut être précédemment un emplacement recyclé, donc que j'aurais mémorisé dans freeIDX, et donc c'est pour ça que j'ai ce if là. Donc si freeIDX a été affecté, alors je renvoie la première position que j'avais trouvée qui était dummy à l'index freeIDX, donc la première position de mon parcours. Si freeIDX est égal à empty, ça veut dire que je n'ai pas croisé de case dummy, et donc j'ai bien trouvé une case vide et je renvoie
directement cette case vide que j'ai trouvée. Si je tombe sur une position recyclée, il faut continuer le parcours, dans tous les cas, mais seulement si c'est la première que je rencontre, je la mémorise. Et enfin, si je tombe sur une case qui contient le bon hachage et la bonne clé, eh bien j'ai fini mon parcours, j'ai aussi trouvé ce que je cherchais. Si je trouve un autre hachage ou une autre clé, je dois continuer mon parcours, donc je ne fais pas le break, pour trouver une prochaine case qui sera soit demi, soit empty, que je pourrais proposer comme résultat de ma recherche. Voilà, donc ça c'était l'algo le plus difficile. Maintenant, le reste va devenir beaucoup plus simple. Donc, la première fonction que je vais vous montrer, qui pour le coup est vraiment utilisée directement par le programmeur, c'est la fonction get, htget, qui prend une table, une clé, et qui me renvoie un entier pour dire est-ce que j'ai trouvé ou pas la clé dans la table, et puis je lui passe aussi un pointeur sur une valeur. Si ce pointeur n'est pas nul, dedans je vais renvoyer la valeur que j'ai trouvée. Donc ça va soit trouver, juste me dire oui ou non j'ai trouvé, soit me dire oui j'ai trouvé, et en plus voilà la valeur que j'ai trouvée, à condition que je lui donne un pointeur pour stocker, enfin une adresse de variable pour stocker la valeur. Donc comment ça marche? Je me contente de calculer le hachage de la clé K, je le stocke dans une variable h, j'utilise ma fonction lookup, qui va me renvoyer une position dans la table, et si cette position, alors une position slot, si cette position dans slot est inférieure à 0, ça veut dire que j'ai trouvé une case qui était empty ou qui était demi, et donc j'ai pas trouvé la clé K, et donc je retourne 0 pour dire que je l'ai pas trouvé. Sinon, ça veut dire que je l'ai trouvé, et donc je retourne 1. Mais avant de retourner 1, si jamais on m'a donné un pointeur ici qui n'est pas nul, pour V, alors dedans, dans l'emplacement pointé par V, je vais stocker la valeur qui est associée à la clé K. Donc t.slot à la position lookup.pose, .val, pour avoir le champ avec la valeur. Donc je vais chercher la valeur associée à la clé K, je la stocke dans V si jamais on m'a passé un pointeur pour le faire. Mais dans tous les cas, je retourne 1. Vous voyez, vous avez une fonction qui sert à deux choses. La valeur de retour me dit est-ce que j'ai trouvé ou pas, et quand j'ai trouvé, je peux récupérer aussi la valeur associée à la clé. Ça, c'est la recherche dans une table de hachage. Donc vous voyez qu'en fait, l'algorithme central, c'est vraiment lookup. C'est lui qui fait tout le boulot. Il cherche la bonne position. Suppression d'un élément dans la table. Donc c'est un petit peu plus copieux, mais en réalité, l'algorithme, il est là. Le reste, en fait, c'est pour faire ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est qu'au moment où je supprime, vous voyez que je dois décaler le pointeur pour que ce soit, enfin décaler l'index ici pour que et déplacer la dernière valeur dans le trou que j'ai créé. Donc c'est ça le code supplémentaire. Donc c'est rien de méchant, mais ça prend beaucoup de lignes de code. Donc je veux supprimer dans la table T une clé K et éventuellement récupérer la valeur qui était associée à cette clé si j'ai réussi. Ici je renvoie 0 ou 1 selon que j'ai réussi ou pas à supprimer. C'est-à-dire que j'ai réussi à supprimer quand la clé est effectivement présente dans la table. Si elle n'est pas présente, je ne peux pas le faire. Donc ça va ressembler beaucoup à get au début. Je calcule le hachage. J'utilise lookup pour aller chercher la position dans la table. Et j'aurai besoin ici de last lookup qui va me servir à faire l'inversion tout à l'heure. Donc ça j'en parlerai tout à l'heure. Pareil, la slot, ça va me servir à inverser le slot. C'est-à-dire faire ce déplacement qu'on voit ici à là. C'est les variables last lookup et last slot qui vont me servir. Donc, je hash, je fais mon lookup. Si ma position retournée est inférieure à 0, donc ça veut dire que j'ai trouvé soit une case dummy recyclée, soit une case empty qui n'a jamais été occupée, la clé n'est pas dans la table, je retourne 0. Sinon, j'ai trouvé. Et si on m'a donné un pointeur V,
alors dedans, je stocke la valeur. Donc là, pour l'instant, c'est exactement comme get, mais je ne retourne pas 1 tout de suite. Hein, dans get, on retournait 1 tout de suite. J'avais le même code. Hein. Si je trouve pas, j'envoie 0, sinon, si j'ai V, je stocke la valeur et je retourne 1. Si je trouve pas, je renvoie 0, sinon si j'ai V, je le stocke et je renvoie 1, sauf que là, je renvoie pas 1. Parce que j'ai pas fini, maintenant, il faut la supprimer, la valeur. Donc maintenant, on la supprime. Qu'est-ce qu'on fait? À la position lookup.edx dans index, on met dummy. Donc on remplace la case par la valeur qui dit c'est supprimé. Hein, ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand j'ai effacé hello, voilà, je l'ai remplacé par le symbole recyclé ici, c'est la valeur dummy. Et je décrémente tFlashUsed, puisqu'il y a une case de moins utilisée dans mon tableau. Alors là, sur mon dessin, regardez, quand je supprime ici, j'efface ce qui est ici. En réalité, ici, il n'y a rien à effacer. Hein, ce tableau, cette case contient toujours les mêmes valeurs pour l'instant. Hein, donc on va devoir gérer ça. D'ailleurs, oui, je me rends compte que j'ai pas... Si, pardon. J'ai pas à gérer bien la mémoire ici, mais je vais vous expliquer. Donc, j'ai mémorisé que j'ai une valeur de moins dans mon tableau, et maintenant, si lookup pose n'est pas égal à tFlashUsed, c'est-à-dire que alors tFlashUsed, au départ, au moment où j'ai supprimé, c'était 3. Je l'ai décrémenté ici avant de faire mon test, donc je suis à 2. Donc, autrement dit, je suis en train de dire que si la position que je viens d'effacer, c'est pas la dernière du tableau slot, et ça veut dire que j'ai fait un trou. Et donc, on va inverser la dernière avec le trou. D'accord? Donc, on va mémoriser que la slot, le slot qui est là, le contenu du slot, je vais le chercher, je le mets dans la slot. Donc, c'est dans tFlashSlot, flash tUsed, c'est spam 9. Je vais chercher une position qui va bien pour ce slot-là, pour cette clé et ce hachage. Je cherche dans le tableau où est-ce que je pourrais le mettre dans le tableau index. Et normalement, je vais la trouver cette position. Alors pourquoi je cherche une position? Parce que pour l'instant, c'était là. Mais peut-être que c'était là, alors que ça aurait dû être là. Et d'ailleurs, c'est le cas. Donc c'est pour ça que j'ai un lookup qui va me permettre d'aller retrouver la première valeur de ma chaîne dont j'ai besoin ici. Donc je mémorise cette position et j'ai des assertions qui me permettent de vérifier la validité du code. Et donc je vais déplacer la nouvelle position que j'ai trouvée, je vais la mettre à la position que j'ai... Attendez, je suis en train de dire des bêtises. Je reprends. La slot et le contenu du slot. Mais moi, je suis en train d'effacer cette case-là. Donc je ne sais pas, cette flèche-là, je ne peux pas la remonter à l'envers. D'accord ? Donc il faut que j'aille chercher cette valeur-là. Donc je vais la chercher grâce au last lookup, il va me renvoyer 7 et 2. Et donc il doit me renvoyer un index, une position qui existe, donc qui est supérieure à 0, donc ni empty ni dummy, et il doit me renvoyer un index qui n'est pas celui que je viens d'effacer, parce que je suis pas en train, j'ai vérifié que je ne suis pas en train de déplacer la valeur que je viens d'effacer. Donc c'est le sens de ces deux assertions. Et donc maintenant je vais faire à proprement dit l'inversion. Je vais prendre tFlashIndex à la position last lookup idx, donc le 2 ici, enfin la case 7 que j'ai trouvé ici. Dedans je vais mettre lookup pose, qui est la case que je viens de vider. Donc là c'était 0, mais ça pourrait être n'importe quelle case entre la première et la dernière.
Donc je remplace le 2 par c'est pas terrible, par 0. Et puis maintenant, là, j'ai fait les deux en même temps, c'est-à-dire que j'ai déplacé aussi la valeur, je l'ai mise là, il faut la mettre. Donc je vais copier à la position lookup pos le last slot. Et juste avant, je libère la mémoire associée à la clé. La clé du slot que je suis en train d'écraser. D'accord, donc je mémorise le contenu du slot que je veux déplacer. Je cherche où est-ce qu'il est référencé dans la table index. Et je mets à jour la table index pour qu'il soit maintenant à la nouvelle position où je veux le mettre. Et je mets à jour le contenu du slot à la nouvelle position. Et puis il y a la gestion de la mémoire ici. Je dois libérer la mémoire associée à la clé qui était stockée dans ce slot que je vais écraser. Et là je me rends compte que mon algorithme il a une fuite de mémoire parce que ça je dois le faire tout le temps. Puisque je libère la case qui est là, je dois tout le temps libérer cette mémoire. Donc il faudrait que je le fasse aussi quand je ne suis pas dans cette situation-là. Donc que je le fasse soit avant, soit la mémoriser et le faire après. Mais il faudrait que je le fasse systématiquement. Et à la fin, je retourne 1 parce que j'ai réussi à effacer. Donc vous voyez, cet algo, il n'est pas hyper compliqué dans le sens où si je reprends le début, tout le début ici c'est le même que get. Ensuite je mets à jour la table index en mettant un symbole recyclé à la place de l'index dans slot, et je décrémente le compteur de valeurs présentes dans ma table. Et après, eh bien c'est ce petit changement ici où je déplace spam vers la case 0 et où je mets à jour ici qui prend toutes ces lignes de code. Donc si la case que je suis en train d'effacer c'est pas la dernière du tableau slot, alors je vais la mémoriser son contenu, je vais récupérer sa position dans la table index et je vais remplacer à la fois mettre à jour la table index et la table slot et libérer la mémoire. Voilà, donc c'était l'algo d'effacement. Et maintenant on a l'algo, alors je passe par-dessus ça, l'algo qui affecte une clé. Donc je veux ajouter une clé. Donc j'ai passé sur des parties, vous voyez, resize, où je vais, quand potentiellement j'ajoute une clé dans la table, donc elle va être très remplie, et donc à ce moment-là, si elle est trop remplie, je vais devoir la redimensionner. Mais ça, je le montre après. Je préfère montrer l'algo qui positionne une clé. Donc, dans la table T, je veux mettre une clé K et une valeur V. Donc je commence par chercher le hachage de K et faire un lookup pour trouver un emplacement pour le mettre. Là, il y a deux cas. Soit le lookup me renvoie un demi ou un empty pour pause, ça veut dire que j'ai trouvé une case libre, soit qui était recyclée, soit qui a toujours été vide, et donc je vais rajouter ma valeur dans la table. Soit, ici, le lookup me renvoie une position qui n'est pas inférieure à 0, et donc ça veut dire que ma clé est déjà dans la table. Et donc à ce moment-là, c'est très simple. Je vais mettre tFlashSlot à la position pause. Dans le champ valeur, je mets la valeur V. Donc je ne touche pas ni au hachage ni à la clé parce qu'ils n'ont pas changé. Je mets juste à jour la valeur dans la case. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Vous noterez que ma fonction set elle renvoie void parce qu'elle ne peut pas échouer. Soit la clé n'est pas présente et je l'ajoute, soit la clé est présente et je la mets à jour. Alors on pourrait imaginer retourner un entier qui dit j'ai remplacé, donc si je mets 0 ça veut dire que c'était pas présent et que j'ai remplacé et que je l'ai ajouté. Si j'ai 1 ça veut dire que c'était présent et que je l'ai mis à jour, ou l'inverse. Et là vous voyez qu'il y a un problème, c'est que le 0 ou le 1 correspondent plus à la réussite ou à l'échec, et là on ne peut pas échouer. Donc j'ai choisi de
de rien renvoyer, dans le sens où elle fait le job, hein, elle met V associé à la clé K dans la table, dans tous les cas. Donc le cas le plus simple, je calcule le hachage, je fais mon lookup, je trouve une position qui n'est pas inférieure à 0, donc ni dummy ni empty, et donc je mets à jour la valeur dans la table slot, enfin dans le slot qui correspond. Le cas plus compliqué, c'est celui qui est ici, eh bien, je trouve une position qui est dummy ou free. Alors, regardez ici, je veux ajouter la clé hello avec la valeur 5, je calcule mon hachage, mon GCL me rend une case empty. Donc voilà, je suis dans ce cas-là. Donc j'aurai pos égale empty et idx égale 4. Donc je vais devoir faire l'ajout. Pareil pour ici. Ici, j'ajoute spam. Donc mon GCL me donne 4. Puis on continue le lookup et on tombe sur cette case. Et je peux ajouter spam. D'accord. Donc le lookup va me renvoyer 7 et 2. 7 pour idx et 2 pour pos. Et puis, quand j'ai supprimé hello et que je suis dans cette position-là, imaginez que je veux remettre hello. Eh bien, si je fais un lookup, il va me renvoyer 4 pour idx et dummy pour pos. C'est-à-dire qu'il va me renvoyer une case recyclée, il va me renvoyer cette case-là. Donc là, pos peut valoir dummy ou free. On a vu que tout à l'heure, quand je rajoute dans une case qui est libre, j'ai empty, pardon, pas free. Et quand je rajoute dans une case recyclée, j'ai dummy. Donc dans tous les cas, j'ai une case qui n'est pas utilisée. Hein, c'est soit une case empty, vide, soit une case dummy, réutilisée. Donc, qu'est-ce que je dis ici? J'ai une assertion qui me dit que le nombre de cases utilisées dans mon tableau est plus petit que la table slot, c'est-à-dire qu'il reste des slots vides. Ah oui, s'il ne reste pas des slots vides, je ne pourrais pas en rajouter un. Et normalement, ça sera à moi de m'assurer qu'il reste des slots vides. Et donc maintenant, je vais stocker ma valeur. Donc dans la case, dans la table index à la position lookup.idx, je vais mettre la valeur t flash used. Donc regardez ici, si je stocke une nouvelle valeur dans cette case-là, sa position dans slot, c'est 2, c'est-à-dire c'est le nombre de cases utilisées. Donc c'est bien t flash used. Et à la position t flash used, dans la valeur du hachage, je vais mettre le hachage que j'ai calculé pour le mémoriser. Pour la clé, je vais mettre une copie de la clé. Donc vous voyez que je fais des copies des clés au moment où je les ajoute, ce qui me permet plus tard, quand on a vu ici, alors il faut que je passe cela, ce qui me permet au moment où je les supprime de libérer la mémoire associée. Le fait que je l'ai moi-même copié, je sais que je peux moi-même libérer la mémoire. Si je mettais juste une copie du pointeur, j'aurais un problème potentiel, c'est-à-dire que si ici je mets directement K et que le programmeur qui a utilisé la fonction set, il libère la mémoire associée à sa clé, puisque c'est lui qui l'a alloué cette chaîne, puisque c'est lui qui me la passe, eh bien j'aurai ici un pointeur invalide. Donc le fait de faire ma propre copie, je suis sûr d'avoir un pointeur qui est toujours valide. Je gère moi-même la mémoire associée aux clés. Et puis enfin, dans mon slot, au champ val, je mets la valeur v, qui est celle associée à la clé K. Et enfin, j'incrémente tFlashUse. Donc il fallait bien faire tout ça avant d'incrémenter tFlashUse. Donc là, ça y est, j'ai stocké mon nouveau slot. Et donc maintenant, ce qui se passe ici, c'est uniquement dans le cas où lookup.pos est égal à empty. C'est-à-dire que lors de mon lookup, je suis tombé sur une case libre qui n'avait jamais été utilisée. Donc pas une case que je ne suis pas en train de recycler une case. Donc c'est ce qui va se passer par exemple ici. Hein, je vais ajouter world, je tombe sur 2, il me renvoie une case avec idx égale 2 et pos égale empty, puisque cette case est vide et dedans moi je vais mettre 1. Et donc j'ai vraiment ajouté une case à mon tableau.
Et donc maintenant, mon remplissage du tableau index augmente d'une case. D'accord ? Initialement, là, mon tableau index, il y avait 0 case utilisée. Si je remplace un index qui était empty par quelque chose, eh bien, field devient plus 1. Si maintenant j'en rajoute un autre, field devient plus 2. Si j'en rajoute encore un, field devient plus 3. Donc là, field et used, c'est toujours la même chose. Mais regardez, si maintenant je supprime spam, hello, eh bien, field reste 3 et used passe à 2. Donc field, c'est vraiment le nombre de cases utilisées, même si c'est par des valeurs recyclées, dans la table index. Donc, là, j'ai remplacé une case empty par quelque chose, donc field est incrémenté. J'avais déjà incrémenté used. Et maintenant, je vais vérifier que ma table index est toujours surdimensionnée. Et donc, je vais regarder si t flèche field x 3 est plus grand que t flèche esize, qui est la table du tableau index x 2. Autrement dit, ça veut dire que j'ai rempli plus que les 2 tiers de ma table esize, avec soit des index, des positions utiles dans slot, soit des positions recyclées. Mais donc ma table est très remplie, elle est remplie au plus des 2 tiers. Eh bien, je vais la redimensionner. C'est-à-dire, je vais faire grandir mon tableau. Hein, l'idée, c'est que si à un moment donné mon index il est rempli au plus de 2 tiers, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de cases vides dedans. Et donc quand je vais me balader dedans avec mon lookup pour trouver des positions, je vais passer beaucoup de temps soit à tomber sur des cases remplies, soit à tomber sur des cases recyclées. Alors les cases recyclées, bien sûr, je peux les utiliser, mais elles m'obligent quand même à continuer le lookup jusqu'à ce que je tombe sur une case libre. Et s'il n'y a pas beaucoup de cases libres, ça va prendre du temps. Donc le critère ici qui a été gardé, c'est le critère qui est dans Python que j'ai gardé, c'est de dire que la table, dès qu'elle est pleine aux 2 tiers, je la redimensionne. Et ça, c'est le code que j'ai passé tout à l'heure. Et après, j'aurai fini mon ajout. D'accord ? Donc, je reprends cet algorithme. Je veux, dans la table T, ajouter à une clé K une valeur V. Je calcule le hachage de K. Je cherche un emplacement pour poser ma valeur. Si c'est un emplacement recyclé ou vide, eh bien, je mémorise. Et j'incrémente le nombre de valeurs présentes dans ma table. Si c'était un emplacement vide que j'ai rempli, alors je mémorise que j'ai un petit peu plus rempli mon tableau index. Et s'il est trop rempli, plus que les 2 tiers, alors je le redimensionne. Soit j'ai trouvé un emplacement vide ou recyclé, soit j'ai trouvé un emplacement qui était ni vide ni recyclé, donc qui contenait ma clé K. Alors à ce moment-là, je mets juste à jour la valeur dedans. Voilà, donc l'algo n'est pas non plus compliqué. Il y a beaucoup de code, il y a beaucoup d'indirections, des flèches, des points, d'accord ? Mais algorithmiquement, c'est pas compliqué. C'est les dessins que j'ai fait tout à l'heure, hein. Vous voyez qui sont des choses assez simples. D'accord ? Par contre, l'implémentation, oui, il y a beaucoup de détails d'implémentation. Alors du coup, maintenant je vais regarder comment est-ce qu'on redimensionne une table T. Voilà, c'est pas difficile, on va redimensionner le tableau index et on va redimensionner le tableau slot. J'ai coupé en deux. Et on va regarder comment on redimensionne le tableau index et le tableau slot. Donc pour redimensionner le tableau index, comment on va faire? Donc d'une table T, dont je passe un pointeur dessus parce que je vais la modifier. J'ai besoin d'avoir de variables pos et idx. Pos qui va me permettre d'itérer sur mon tableau slot, enfin qui va être des positions dans le tableau slot, et idx qui sera des positions dans le tableau index. Et je vais devoir me balader avec probe dans le tableau avec mon GCL, mon générateur congruentiel linéaire, qu'on va trouver ici. Donc comment je redimensionne l'index? En fait, je vais juste le libérer et en faire un plus grand. Voilà. Et après, je vais à nouveau le remplir.
Donc voilà les 3 parties de l'algorithme, c'est pas compliqué. Alors je le libère, j'en fais un plus grand. Mais quelle taille? Eh bien, on calcule la taille ici. Alors là, on a une expression horrible, d'accord. On va y aller doucement. 4 fois tFlashUsed. Donc tFlashUsed, c'est le nombre de cases réellement utilisées dans ma table de hachage. Donc c'est le nombre d'emplacements utilisés dans ce slot, c'est le nombre de clés qui sont stockées dans la table. Donc je vais fabriquer une table qui contient 4 fois le nombre d'emplacements utilisés actuellement. Au minimum. D'accord. Alors pourquoi on se base sur tFlashUsed et pas sur tFlashFilled? Parce qu'il se peut que mon tableau, je le redimensionne parce qu'il soit très plein, mais qu'en fait il soit très plein mais rempli par des valeurs recyclées, par des cases recyclées. Et donc toutes ces cases recyclées, une fois que j'ai redimensionné, elles vont dégager. Et donc il faut que je me base sur le nombre de cases vraiment utiles. Donc le tableau, resize, il ne faut pas penser que resize va toujours augmenter la taille du tableau. Resize peut très bien diminuer la taille du tableau. Si j'ajoute beaucoup de clés à un moment donné, que j'en efface plein, j'ai un tableau qui va être rempli de cases recyclées. Si j'en ajoute encore quelques-unes qui tombent dans des cases vides, eh bien, je peux avoir besoin de le redimensionner parce qu'il y a plus des 2/3 qui sont occupés dans la table index. Mais comme j'ai créé une table index toute neuve, il y aura 0 case recyclée dedans. Et donc, c'est pas la peine de la faire aussi grande parce que j'avais effacé plein de clés, il m'en reste pas beaucoup. Donc, je prends le nombre de slots que j'utilise vraiment fois 4. Le log 2 va me donner le logarithme base 2 de ce nombre-là, qui correspond au nombre de bits nécessaires pour coder cet entier-là. Voilà, tout bêtement. Ça, c'est une propriété qu'on connaît en maths. Donc, le nombre de bits nécessaires pour coder une valeur, ça sera le log à base 2. Sauf que le log à base 2, c'est un flottant. Donc, ça va me dire, par exemple, pour coder 15, ça tient sur 4 bits, ça va me rendre 4. Voilà. Mais si je dis pour coder 14, ça va pas me rendre 4, ça va me rendre 3,98, un truc comme ça. Et donc, oui, parce que ça tient sur 3,98 dans le sens où il y a un bit qui n'est pas utilisé, qui est à 0. D'accord. Donc c'est un logarithme à base 2, donc c'est un réel. Mais floor, je prends sa partie entière, je l'arrondis en dessous, plus 1, j'ai exactement le nombre de bits nécessaires pour stocker l'entier 4 fois tFlashUsed. Et je le convertis en entier. Donc ça, c'est le nombre de bits nécessaires pour coder 4 fois tFlashUsed. D'accord, en comptant aussi les bits à 0, etc. Je le convertis en entier et je m'en sers pour décaler 1 de ce nombre-là. Alors à nouveau, ce décalage, c'est quoi? C'est un 2 puissance cette valeur. D'accord? Donc je calcule une taille qui est 2 puissance le nombre de bits nécessaires pour 4 fois tFlashUsed. Autrement dit, alors si j'ai par exemple 3 valeurs dans ma table, 4 x 3, 12, je veux créer une table 12 entrées minimum, mais je veux toujours que ma taille de table soit une puissance de 2. Donc j'ai besoin d'aller chercher la puissance de 2, la première puissance de 2 qui est supérieure à 12. Donc je regarde le nombre de bits nécessaires pour coder 12. Ça va me donner 4, puisque 12 j'ai besoin de 4 bits pour l'écrire. Et donc je vais faire 2 puissance 4, 16. Je vais créer une table de 16 cases, puisque je veux que la table de la taille index soit toujours une puissance de 2. Donc tout ce calcul compliqué, c'est pour aller chercher la taille de table qui est une puissance de 2, la plus petite possible, pour qu'il soit supérieur ou égal à 4 fois le nombre de valeurs actuellement présentes dans la table. Donc, je calcule cette taille, je libère mon ancienne table, j'en fabrique une nouvelle. Le problème, c'est qu'elle est vide. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fabriqué une nouvelle table, donc imaginez que là, il n'y a rien du tout. Il faut à nouveau référencer les valeurs qui sont dans la table slot. Il faut les remettre dedans.
Donc qu'est-ce que je fais? Je me balade de 0 à tflashout-1 avec pause, et je vais chercher un index pour chacune des valeurs qui est stockée dans slot. Donc avec... Alors, je ne vais pas utiliser lookup, parce que lookup ne peut pas marcher, la table est entièrement vide, donc lookup va tout le temps me renvoyer free. Donc là, je vais directement essayer et utiliser mes prop first et prop next, qui sont d'ailleurs utilisés dans lookup, pour aller chercher une série d'index potentiels. Et en fait, c'est très simple. Je prends un premier index IDX, qui m'a renvoyé par prop first, donc dans la table T, je lui donne la structure propre que j'avais donnée, et je lui donne le hachage qui est déjà calculé dans le slot, donc je n'ai même pas besoin de le recalculer. Et je fais ça tant que l'index que j'obtiens n'est pas une case vide. D'accord? C'est-à-dire que je peux tomber, si j'ai des collisions, je tombe sur une case que j'ai déjà remplie dans une itération de cette boucle for précédente, de celle-là, mais dès que je tombe sur une case vide, j'arrête. Et donc c'est pour ça que dans le corps de la boucle for, vous ne trouvez rien. Donc je prends le premier index possible pour le hachage du slot. Si je tombe sur une case vide, j'ai fini. Sinon, je prends le suivant jusqu'à ce que je tombe sur une case vide. Et à ce moment-là, dans la case index à la position IDX, je mets la position du slot. Donc si je reprends mon dessin, imaginons donc que j'efface. Donc je vais prendre un tableau un peu plus propre. Voilà, imaginons que je suis dans cette situation-là. Donc je veux... j'ai effacé tout. D'accord? J'ai créé une nouvelle table, donc tout ça n'existe plus. J'ai créé une nouvelle table, index. Et je dois la remplir. Eh bien, je prends spam, je calcule son hachage, ça me donne 4. Donc j'essaye 4, je trouve un slot empty, et donc je peux dire que voilà, lui, il va là. Je prends ensuite world, donc deuxième tour de boucle, pose égale 1. Je prends world, je calcule son hachage, ça me donne 1. C'est une case vide, donc world, il est ici. Et ainsi de suite pour tous les slots qui sont déjà utilisés. Je les mets à la première position possible. Imaginons qu'ici j'ai Toto, pour la valeur 8. Eh bien, si le hachage de Toto c'est aussi 2, j'ai une collision, avec le prop next, je vais chercher un autre index, par exemple ici, hop, j'ai trouvé une case vide, et je le mets là. Donc vous voyez, je reconstitue la case index à partir de ce que j'ai dans la case, dans le tableau slot. Je reconstitue le contenu que je dois mettre dans mon index, sans me soucier de ce qu'il y avait avant, je le reconstitue à partir de 0. Donc ça, c'est le redimensionnement de la table index. Je fabrique une nouvelle table à partir de rien, et je la remplis comme elle doit être remplie, uniquement à partir de ce que je sais être dans la table, à partir des slots. C'est aussi un intérêt de cette implémentation en ayant un tableau slot, c'est qu'au moment du redimensionnement, on peut tout simplement oublier ce qu'on a dans ce tableau index, on le dégage, on en fait un nouveau et on le remplit à partir de 0, uniquement à partir de slots. On n'a pas à se soucier de ce qu'il y avait ici, de mettre à jour les données. Il n'y a pas de mise à jour des données, il y a carrément, on remplace à partir de 0. Et j'insiste sur le fait que ma table grandit ou diminue. C'est pas parce que je fais un resize qu'elle va grandir. Alors si je ne fais qu'ajouter des clés, oui, elle va grandir. Mais si j'ai supprimé plein de clés, ça veut dire que j'ai plein d'emplacements qui sont dummy, qui sont recyclés, et donc potentiellement je vais diminuer ma taille de table, et c'est très bien. Donc je vais utiliser juste la mémoire nécessaire. Ensuite, le resize de slot, c'est plus simple. Donc en fait, donc dans une table T, passer par pointeur puisqu'on va la modifier, on va tout simplement calculer la nouvelle taille, faire un tableau de cette taille-là. Donc slot, ça sera le nouveau tableau, et on a un index pour itérer. Donc la nouvelle taille, c'est quoi? C'est les 2/3 de la table index, j'ai dit. Sauf que puisqu'on peut avoir un
un problème d'arrondi, j'ajoute 1. D'accord? Donc, je calcule directement que la table size, elle vaut le premier entier plus grand que les 2 tiers de la table size. Alors pourquoi les 2 tiers? Parce que mon critère de redimensionnement que j'ai ici, il est ici, 2 tiers. Donc je suis en train de dire que si ma table index est remplie aux 2 tiers, alors il faut que je redimensionne. Mais si ma table index est remplie aux 2 tiers, ça veut dire que potentiellement j'ai ajouté des clés, donc jusqu'à la remplir aux 2 tiers. Et donc il faut quand même avoir assez de slots pour mettre autant que 2 tiers de la table index. Et donc c'est pour ça que ma table slot, elle a exactement la taille 2 tiers de la table index. Et elle n'a pas besoin d'avoir plus, parce que si ma table index arrive à être remplie au plus que 2 tiers, à ce moment-là, je redimensionne. Et donc ma table slot aussi sera redimensionnée. Donc voilà, je vais économiser, je vais mettre le moins de slots possible, et le moins possible, c'est 2 tiers, puisque c'est le critère que j'ai donné plus bas pour redimensionner. Donc voilà, je calcule la nouvelle taille qui est les 2 tiers plus 1 si jamais j'ai un arrondi ici qui me fait perdre un slot. Et puis j'alloue le S-size slot de taille slot, size of the slot T, comme quand on a fait la création de la table. Et maintenant je les remplis en copiant les anciens slots. Donc pour chaque position entre pause et TUse-1, dans la nouvelle table slot, je mets l'ancienne valeur T-flèche slot. Je libère le tableau T-flèche slot et à la place je mets le nouveau tableau slot, tout simplement. D'accord? Donc j'alloue une nouvelle table de la bonne taille, je recopie les slots utilisés dans la nouvelle table et je remplace l'ancienne par la nouvelle, sans oublier de libérer la mémoire. Voilà, on a fait le tour de tous nos algos sur les tables de hachage. Donc voilà, je m'excuse pour la présentation qui est beaucoup basée sur le code, parce que j'ai pas eu le temps de vous faire plus de dessins que ça, mais je pense qu'avec ces dessins qui apparaissaient de temps en temps, on s'en est sorti. Ce que je voudrais que vous reteniez surtout, c'est ces dessins. D'accord, ces principes d'implémentation, le fait qu'on a une fonction GCL qui nous permet de nous balader dans le tableau, le fait qu'on a une table index, une table slot et comment on s'en sert pour ajouter, supprimer des choses, la présence des cases recyclées, voilà, ça c'est important. Après,